les Américains s'inscrivent totalement dans les accords que le président Roosevelt et le roi Abdelaziz avaient conclus en 1944. Et en échange d'un accès au pétrole, les Américains garantissent la protection des pays arabes producteurs de pétrole. Donc la guerre du Golfe, c'est l'illustration parfaite de cette doctrine qui se poursuit encore aujourd'hui. Et donc les Américains ont été à la fois fidèles à leurs paroles et à leurs engagements, mais enfin ils ont surtout aussi défendu bien sûr leurs intérêts qui sont tout à fait considérables dans la région. Ich bin ein Berliner. It is complete independence that we want. I have a dream. Le 2 août 1990, les armées irakiennes de Saddam Hussein envahissent le Koweït. En à peine une journée, la 4e armée du monde anéantit la faible résistance koweïtienne. Toutes les tentatives diplomatiques ayant échoué, une coalition militaire internationale se constitue alors sous l'égide de l'ONU pour libérer le Koweït par les armes et protéger les autres pays de la région des visées expansionnistes de Saddam Hussein. Le 24 février 1991, l'opération terrestre appelée opération Desert Storm ou Tempête du désert est déclenchée après plus d'un mois de bombardements et de préparation d'artillerie. En quelques jours, les forces alliées écrasent l'armée irakienne, libèrent le Koweït et atteignent Bagdad. Les suites de ce conflit qui prendra le nom de guerre du Golfe sont nombreuses et lourdes de conséquences. Mais pour bien comprendre tout ce qui s'est passé, revivons étape par étape tous ces événements. Au sortir de la guerre avec l'Iran, l'Irak est un pays au bord de la ruine et de la famine. 8 longues années de guerre, de 1980 à 1988, ont fait de nombreuses victimes, tant civiles que militaires, plus de 300 000 selon les estimations. C'était une guerre atroce, dont la communauté internationale s'est absolument pas mêlée, parce que allez, ça se passe entre eux, à la limite ça arrange tout le monde. Et il y a quand même eu, ça a été la première fois qu'on a vu ce que c'était vraiment qu'une guerre chimique. L'Irak, pour constituer et entretenir une armée aussi moderne et nombreuse, a dû emprunter des sommes considérables à l'étranger. L'un des principaux prêteurs est l'Arabie Saoudite. Juste après, on trouve le Koweït, avec près de 15 milliards de dollars. Historiquement, le Koweït faisait partie d'une ancienne province de l'Empire ottoman appelée le Vilayet de Bassora. L'Empire ottoman, qui est le reliquat de l'ancien empire musulman, s'appuie géographiquement, certes, sur l'actuelle Turquie, mais aussi dispose de possessions sur l'actuelle Jordanie et redescend jusqu'au fond du golfe Persique, à savoir qu'il prend il prend pratiquement tout l'Irak sous son aile et une partie de l'Arabie saoudite. L'Irak, devenu indépendant en 1932 et se considérant comme l'héritier direct des valeurs et traditions de l'Empire ottoman démembré, réclame la possession de cette région dès 1933. En 1961, le Koweït devient un émirat, accède à l'indépendance et prend le contrôle des gisements pétrolifères. Immédiatement, l'Irak refuse de reconnaître l'indépendance du Koweït et masse des troupes à la frontière. L'opération d'invasion prévue échoue grâce à une rapide intervention britannique. 30 ans plus tard, en 1990, le Koweït, assis sur une manne pétrolière incroyable, est devenu une puissance économique de premier plan dans cette région du monde. C'est aussi un petit pays faiblement défendu, dont les richesses excitent la convoitise de son puissant voisin, l'Irak. Depuis 1986, existe un contre-choc pétrolier. En gros, les prix du pétrole diminuent. Évidemment, l'Irak, même s'il dispose de très importantes réserves pétrolières, s'il veut les ménager quelque peu, n'a plus le droit, n'a plus cette liberté de manœuvre concernant sa production pétrolière.
et d'autre part se rend compte qu'il fait face également à des concurrents, dont le petit Koweït, situé à côté, qui dispose de réserves tout à fait confortables. Koweït, à l'égard duquel il a toujours eu, et l'Irak a toujours eu d'une façon générale, des revendications d'ordre territorial, considérant qu'il s'agit d'une province perdue qui aurait gagné son indépendance en même temps que le retrait des Britanniques, un peu avant 1962. Arrivé au pouvoir en 1979, juste avant le début du conflit, Saddam Hussein ne fait pas mystère de son ambition de recréer un grand empire. C'est quelqu'un qui est parti de rien dans la politique irakienne, qui s'est imposé à force d'alliances parfois contre nature, de coups fourrés, d'assassinats politiques également, et qui parviendra à s'installer définitivement au pouvoir en Irak, à la place qu'il a gardée jusqu'en 2003, à partir de 1979. Le cas échéant en éliminant physiquement toute forme d'opposition. C'était un dictateur, c'est vrai, mais c'était une dictature laïque. Et en tant que femme, si on m'avait donné le choix à vivre en Irak, au Koweït ou bien en Arabie Saoudite, franchement, je crois que j'aurais préféré vivre en Irak. Parce que une dictature religieuse, c'est une dictature plus la religion. Et c'est épouvantable. L'Irak était quand même le seul pays du Moyen-Orient où la femme avait un statut assez respectable. Elle n'était pas obligée d'être voilée. Elle n'était pas considérée comme une demi-mesure. En 1988, il se présente comme le vainqueur du conflit et comme le défenseur des nations arabes modernes face à l'intégrisme iranien. Arguant du fait qu'il s'est retrouvé en première ligne pour protéger ses voisins arabes, il réclame un rééchelonnement de sa dette et plus particulièrement l'annulation de l'emprunt de 15 milliards de dollars contracté auprès du Koweït. Quand il s'est trouvé à la fin de la guerre avec une économie en très mauvais état et des dettes très élevées, il a voulu vendre son pétrole très cher alors que les autres pays arabes continuaient à produire et par conséquent les cours étaient bas. Et Saddam Hussein a accusé, en partie à juste titre, le Koweït de participer à l'effondrement des cours. Là-dessus, le Koweït a réclamé le remboursement de sa dette, ce qui a ulcéré Saddam Hussein. Pour soutenir l'effort de guerre contre l'Iran, une énorme partie des richesses du pays a été drainée vers le complexe militaro-industriel au détriment des besoins immédiats du peuple irakien et du développement normal du pays. Saddam Hussein va se servir de la grogne de la population irakienne en la détournant vers un but alléchant, conquérir le Koweït, dont l'opulence et les richesses naturelles et financières doivent servir à faire redémarrer l'économie irakienne. Saddam Hussein s'est dit « je vais puiser dans le pétrole d'États avoisinants », mais sans pour autant le faire dans l'illégalité pleine et entière. Comment le faire? Eh bien tout simplement réactiver un contentieux historique. Pourquoi? Parce que c'est ce qui garantira, de mon point de vue, une légitimité auprès de ma population. Et donc c'est ce qui me permettra de dire que de toute façon, si j'essaye de mettre la mainmise ou d'avoir la mainmise sur les réserves pétrolières koweïtiennes, ce n'est pas parce que je le fais de manière illégale, mais c'est tout simplement parce que j'avais des droits précédents sur ces mêmes réserves. La volonté historique de récupérer le Koweït par l'Irak n'est pas la seule raison du désir de Saddam Hussein d'envahir son petit voisin. En plus de la possession de richesses naturelles considérables, l'Irak cherche aussi à se créer une façade maritime plus importante, lui permettant de développer son commerce maritime et d'écouler plus facilement son pétrole. En effet, l'Irak ne possède que 19 km de côte, donnant sur le golfe Persique, alors que le Koweït, État pourtant minuscule, en possède plus de 20 fois plus. Enfin, l'Irak conteste depuis longtemps au Koweït le droit d'exploiter le gisement pétrolifère de Rumalah, situé près de la frontière. Ce gisement n'est en effet facilement exploitable que depuis le Koweït, alors qu'il s'étend de part et d'autre de la frontière et qu'une grande partie du pétrole se trouve ainsi côté irakien, mais quasiment inaccessible. Il faut encore ajouter à cela l'ambition personnelle du raïs, Saddam Hussein, qui souhaite laisser à la postérité l'image d'un grand dirigeant arabe qui a fondé un nouveau grand État au Moyen-Orient. En ce qui concerne l'Irak, Israël a sur le sujet une position ambiguë.
Pendant la guerre contre l'Iran, l'Iran étant profondément antisioniste, Israël a plutôt soutenu l'Irak, jouant ainsi la politique du moindre mal. Cependant, la fin de la guerre voit l'Irak à la tête d'une armée puissante et nombreuse, qui pourrait devenir une grave menace lors d'un éventuel rapprochement des pays arabes dans une coalition contre Israël. C'est pourquoi Israël conserve une certaine neutralité, tout en manifestant sa solidarité avec la coalition internationale et en multipliant les mises en garde contre l'Irak en cas d'agression. Dans cette région du monde, stratégiquement sensible, la fin de la guerre entre l'Iran et l'Irak semble enfin annoncer une période de calme. On sent bien qu'on est entré dans une autre époque où prévalent le droit international et les frontières. Tout le monde est très conscient à l'époque que si l'URSS explose, scénario qui se produira, les frontières vont constituer un élément absolument déterminant de la stabilité internationale. Et que si jamais un seul État venait à revendiquer un nouveau tracé des frontières, cela pourrait déboucher sur des guerres à répétition que personne ne serait en mesure de contrôler. Elle redoute enfin de voir l'Irak utiliser ses ressources enfin disponibles pour mettre au point l'arme nucléaire. L'utilisation d'armes chimiques et bactériologiques lors du précédent conflit par l'Irak laisse à penser que Saddam Hussein, en possession d'armes nucléaires tactiques ou stratégiques, n'hésiterait pas à s'en servir. Saddam Hussein est tout près d'avoir la bombe atomique. Ils ont les ressources pour la faire, ils ont les savants pour la monter. Et c'est une grande crainte pour les Israéliens qui sont à portée de tir, évidemment. Ils n'ont absolument aucune envie de voir émerger une puissance hostile qui serait dotée de l'arme nucléaire. Et ils conduisent en 1981 un raid sur Osirak, le réacteur livré par la France aux Irakiens, réacteur qui était susceptible de produire du plutonium qui pouvait lui-même être utilisé dans une arme nucléaire. Et ils conduisent ce raid de façon assez rocambolesque, passant au-dessus de la Jordanie en se faisant passer pour des appareils saoudiens égarés, puis passant au-dessus de l'Arabie saoudite en se faisant passer pour des appareils jordaniens égarés, et finissant par atteindre leur cible, réduisant donc à néant tout espoir pour les Irakiens de disposer d'une arme nucléaire dans les 5 à 10 ans. En ce qui concerne les États-Unis, bien qu'inquiets eux aussi de l'avancée irakienne dans le domaine nucléaire, leur principale préoccupation reste le libre accès à des coûts raisonnables aux ressources pétrolières du Moyen-Orient. La surproduction pétrolière et la chute des cours du pétrole est une véritable aubaine pour la première industrie mondiale, ce qui lui permet de fonctionner à coûts réduits et de constituer des stocks à moindre frais. Dès février 1990, lors du CCG, le Conseil de coopération du Golfe, Saddam Hussein dénonce les visées impérialistes américaines sur le Golfe. Sa conviction, c'était qu'avec la chute du mur de Berlin, on allait forcément évoluer vers un monde multipolaire. Et donc, que disait-il à ses homologues? Il leur disait, si on a un monde multipolaire, c'est un monde au sein duquel les Soviétiques vont s'affaiblir, mais également au sein duquel les Américains vont forcément s'affaiblir. Et c'est là qu'il a eu une erreur d'analyse. Mais donc, son aspiration, par extension, c'était de dire, nous-mêmes, en tant qu'Arabes, il faut aussi qu'on fasse partie, qu'on constitue un pôle qui prévale dans ce monde multipolaire. En mai, l'Irak, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Tarek Aziz, dénonce officiellement la politique de surproduction pétrolière des pays producteurs et exige une réévaluation des prix du pétrole. En juillet 1990, le Koweït refuse de payer l'indemnisation demandée par l'Irak, environ 10 milliards de dollars, en compensation du pétrole extrait du gisement de Rumalah depuis 1980. Le 27 juillet 1990 à Genève, les pays producteurs de l'OPEP acceptent en revanche que le prix du pétrole brut passe de 18 à 21 $ le baril. Mais cela ne satisfait cependant pas l'Irak, qui réclamait un minimum de 25 $ le baril. La CIA informe alors la Maison-Blanche que les photos prises par les satellites d'observation montrent des mouvements importants de troupes irakiennes vers la frontière avec le Koweït. Informées, les autorités du Koweït, de l'Arabie saoudite et de l'Égypte s'accordent pour penser que tous ces mouvements de troupes ne sont qu'une tentative de chantage pour leur forcer la main. Toutes les tentatives de négociation ayant échoué, le 1er août 1990, la délégation irakienne quitte Jeddah sans qu'aucune autre proposition n'ait été faite par le Koweït. Il y a eu le problème de cette bande frontalière revendiquée à la fois par le Koweït et par les Irakiens. Et puis, finalement, un jour, Saddam Hussein dit à Madame l'ambassadeur des États-Unis à Bagdad
Que pensez-vous de ce problème entre nous? Et Madame l'ambassadeur rétorque « Oh, mais nous, ça nous est complètement égal ». Ce qu'elle a fait savoir au président irakien, c'est que rien ne liait les États-Unis au Koweït en termes de partenariat militaire et stratégique. Et donc, à partir de là, si l'Irak venait à envahir le Koweït, les États-Unis considéraient que ce serait là une affaire purement interarabe, selon les termes de l'ambassadeur à l'époque. L'ordre d'invasion du Koweït est alors donné à l'armée irakienne. Le 2 août 1990, vers 2 h du matin, heure locale, les forces armées irakiennes franchissent la frontière et envahissent le Koweït. L'ensemble de toutes les nations, qu'elles soient occidentales, que ce soit les Russes, que ce soit les pays arabes encore plus, n'ont pas cru que Saddam Hussein pourrait envahir un pays frère. L'armée irakienne compte alors plus de 700 000 hommes, dont 140 000 forment la garde républicaine, élite de Saddam Hussein. 2800 chars de combat, 2800 blindés divers et 1900 pièces d'artillerie lourde. Elle dispose aussi d'une aviation nombreuse et assez moderne, environ 700 avions et 200 hélicoptères. L'Irak dispose aussi de nombreux missiles irakiens Sol-Sol Scud et Al-Hussein, de missiles Sol-Air SAM soviétiques et Crotal français. Les maigres forces koweïtiennes, submergées, sont rapidement anéanties. À 4h45, le pays est totalement conquis sans quasiment avoir résisté. Le Koweït, c'est comme l'Arabie Saoudite. Potentiellement, comme ils ont de l'argent qui vient du pétrole, ils ont un armement souvent magnifique. Ce qu'ils n'ont pas, ce sont les troupes pour les mener. Les éléments de l'armée koweïtienne n'ont plus qu'une seule solution, c'est, outre de combattre et de mourir face à la supériorité quantitative irakienne, de fuir vers l'Arabie Saoudite. Le pays est alors soumis à un pillage en règle. Le butin est énorme. Estimé à presque 4 milliards de dollars, 42 tonnes d'or, l'intégralité du stock de la Banque centrale de Koweït City est saisie par les autorités irakiennes et transférée à Bagdad. Voitures de luxe, biens d'équipement et de consommation divers, et surtout stock de produits alimentaires qui permettront un temps de faire face à l'embargo. Un exode massif des populations civiles koweïtiennes vers l'Arabie Saoudite commence. Des centaines de milliers de travailleurs arabes fuient le Koweït et l'Irak. Fin septembre 1990, la moitié de la population a déserté le Koweït. Mis à part les Palestiniens et certains pays qui soutiennent Saddam Hussein, l'invasion du Koweït déclenche une réaction quasi unanime de condamnation par tous les autres pays. Au moment où l'Irak de Saddam Hussein envahit le Koweït, c'est clairement interprété du point de vue occidental comme un défi à ce nouvel ordre mondial fait de paix et de coopération vers lequel les politiques aimeraient se diriger. Le 2 août 1990, à 6 h du matin, à la demande du Koweït et des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en urgence, adopte à l'unanimité la résolution 660 qui exige le retrait inconditionnel des forces irakiennes du Koweït. La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis décident le boycott financier et le gel des avoirs irakiens ainsi que le blocage des avoirs koweïtiens pour empêcher l'Irak de s'en saisir. Le 6 août 1990, la résolution 661 de l'ONU décide de mettre en place un embargo total contre l'Irak. Cette décision engendre immédiatement une situation de crise majeure. Possédant du pétrole brut, mais ne disposant pas de raffinerie, une grave pénurie de carburant touche rapidement le pays. De plus, l'exportation de pétrole brut étant l'une des principales sources de devises fortes, une crise financière se développe. Le boycott industriel met fin aux importations de matériel technique et de pièces détachées diverses, qui paralysent bientôt l'outil industriel. Paradoxalement, c'est le boycott militaire sur la vente d'armes qui se révèle assez peu opérant, compte tenu des importants stocks irakiens. En revanche, le blocus alimentaire est catastrophique pour le pays. Malgré la saisie de stocks importants au Koweït, la fin des importations de céréales, de viande, de fruits et d'aliments pour le bétail engendrera un rationnement alimentaire dès septembre 1990. Le 3 août 1990, Bagdad annonce la formation d'un gouvernement koweïtien provisoire. Dès le 6 août 1990, des centaines de ressortissants étrangers sont emmenés en captivité. Ils sont pour la plupart regroupés sur des sites stratégiques en Irak, comme armes de dissuasion contre d'éventuels bombardements. Bagdad les appellera les hôtes de la paix. Devant cet état de fait, le 8 août 1990, l'opération Bouclier du désert, ou Desert Shield, commence.
l'opération Bouclier du désert a, dans un premier temps, consisté à amener des troupes pour empêcher l'armée irakienne d'aller plus loin, parce qu'on imaginait que Saddam Hussein puisse avoir un certain nombre de visées sur d'autres pays. Je vous rappelle que les puits de pétrole, les principaux puits de pétrole saoudiens se trouvent juste au sud du Koweït. Les premiers avions gros porteurs américains arrivent à Dharan, en Arabie Saoudite, et commencent à décharger hommes et matériel. Le 25 août 1990, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise l'emploi de la force pour faire respecter l'embargo. Le 29 août, l'Irak annonce l'annexion définitive du Koweït qui devient la 19e province irakienne. Le 15 septembre, c'est au tour de la France de rejoindre la coalition. C'est le début de l'opération Daguet. Doit-on ou ne doit-on pas exécuter les résolutions conformes au droit international? Fin octobre 1990, plus de 200 000 soldats américains sont envoyés dans le Golfe. En novembre, 200 000 autres soldats américains sont envoyés en renfort. Le 29 novembre, l'ONU lance un ultimatum et autorise l'emploi de la force contre l'Irak s'il n'a pas quitté le sol koweïtien avant le 15 janvier 1991. Le 24 décembre 1990, Bagdad déclare qu'en cas de conflit, Israël sera son principal objectif. Le 9 janvier 1991, le Sénat américain autorise George Bush à lancer une opération militaire dans le Golfe. En France, le 16 janvier 1991 au matin, l'Assemblée nationale et le Sénat approuvent la décision de François Mitterrand d'intervenir militairement dans le Golfe. Le 15 janvier 1991 à minuit, l'ultimatum contre l'Irak ayant expiré sans que le Koweït ne soit évacué, la phase terrestre des opérations appelées Tempête du désert ou Desert Storm est lancée par la coalition anti-irakienne. C'est au total 28 pays qui participent directement ou non à l'opération Tempête du désert. Il y avait tous les pays qui avaient un petit contingent, même symbolique, mais pour dire qu'ils étaient d'accord avec la guerre. Et puis, il y avait aussi un certain nombre de pays arabes qui étaient partie prenante contre Saddam Hussein. Et ça, c'était très important pour les Américains et les Français d'avoir des pays arabes avec eux. Et c'est comme ça qu'ils ont négocié avec la Syrie. Mais c'était vraiment un jeu là encore du poker. Tu viens avec nous pendant la guerre du Golfe et on te donne le Liban. Le Liban a été sacrifié au profit de la guerre du Golfe. L'Iran et Israël, tout en étant favorables à la coalition, resteront neutres et n'enverront pas de soldats se battre au Koweït. Les Israéliens vont vouloir participer, mais les Américains vont tout faire pour les dissuader de participer. Et en l'occurrence, ils leur diront « Restez où vous êtes, parce que votre participation va compromettre la présence des Arabes à nos côtés. Par contre, nous nous engageons à défendre vos intérêts si jamais Saddam Hussein venait à s'en prendre à vous. » Et c'est en l'occurrence à travers cette même guerre que l'on a vu que lorsque Saddam Hussein a envoyé des missiles à l'encontre d'Israël, les États-Unis eux-mêmes ont envoyé leur batterie de missiles Patriot afin de protéger justement les intérêts territoriaux de l'État d'Israël. Sur le papier, les forces terrestres sont à peu près équivalentes en nombre, tant en hommes qu'en chars, blindés ou artillerie. En revanche, en ce qui concerne les forces aériennes et les forces navales de soutien, la coalition possède une supériorité numérique écrasante. La plupart des matériels des principaux contingents de la coalition sont à la pointe de la technologie et très en avance sur les matériels irakiens vieillissants. La guerre du Golfe, c'est la guerre telle qu'elle aurait été conduite contre les Soviétiques, mais qui aura été appliquée contre les Irakiens. Pourquoi ? Dans les années, à partir de 1977, les États-Unis changent de stratégie. Ils estiment que l'Union soviétique devient extrêmement puissante et ils décident de la battre non pas par la quantité mais par la qualité. Et toute une série d'armements sont dès lors conçus à ce moment-là. Néanmoins, les états-majors de la coalition vont largement surestimer la qualité des matériels irakiens et surtout le degré de combativité des troupes irakiennes. La garde républicaine de Saddam Hussein, notamment, est cataloguée comme une unité d'élite équipée des meilleurs matériels et considérée comme redoutable de par son entraînement et sa motivation.
Tous les médias à l'époque présentaient l'armée irakienne comme étant la 4e armée la plus puissante du monde. Donc dans ce contexte-là, Saddam Hussein avait toutes les raisons de se dire voilà, tout le monde va être dissuadé à mon encontre et personne n'osera s'en prendre à mes intérêts. Et c'est ce qui fait que finalement, il s'est enfoncé dans cette stratégie qui, bien entendu, évoluera au fur et à mesure jusqu'à provoquer la présence d'une coalition de type international contre son action. Le conflit entre alors dans sa phase active et la mise en place de l'offensive terrestre commence par des bombardements aériens à haute altitude, ainsi que par une préparation d'artillerie en règle. Tous les sites stratégiques et vitaux au Koweït et en Irak sont systématiquement pris pour cible et détruits. Ce qui a frappé l'opinion publique, ça a été l'utilisation pour la première fois en opération des fameux avions furtifs, les F-117. On a pu tous voir sur CNN et sur les chaînes américaines les bombes guidées par laser rentrer par les trappes d'ascenseur au-dessus des immeubles, ce qui montrait le côté tout à fait diabolique de la précision de ces frappes. En France, le 29 janvier 1991, en pleine phase ascendante du conflit, Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Défense, démissionne de son poste pour marquer son opposition formelle à la participation de son pays dans la guerre du Golfe. Selon lui, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Ça a été épouvantable pour les chefs d'état-major, entre un président de la République, chef des armées, qui voulait pouvoir faire la guerre et qui ensuite a voulu la faire quand c'est devenu nécessaire, et un ministre qui ne voulait pas faire la guerre. Croyez-moi, ça n'a pas été facile. Et il a fallu, dans mon cas particulier, j'ai fait ce que je pensais devoir faire, mais si M. Chevènement l'avait su, j'aurais été viré dans les 24 heures. J'ai par exemple envoyé un colonel négocier, discuter avec les Américains sur les conditions d'engagement de l'armée de l'air française, alors que Chevènement avait interdit tout contact avec les Américains. Jamais aucune guerre n'a été autant couverte par les médias. Venus du monde entier, les journalistes couvrent en temps réel les différentes phases des opérations militaires. Le début de l'opération est lancé en direct sur CNN. Partout sur la planète sont diffusées les images, complaisamment fournies par les autorités américaines, des frappes chirurgicales, des bombardements et de la supériorité aérienne alliée. Avec le général Schwarzkopf et tout ça, ils faisaient faire des espèces de conférences de presse pour nous montrer les belles images, les images de guerre. Vous voyez, regardez là, on est à Bagdad, ça tire et hop, good shot. Et là, les journalistes américains qui applaudissent, j'étais très choqué. On regardait ça comme une première de cinéma. Et bon, les journalistes français, heureusement, n'applaudissaient pas. Il y a quand même des hommes en dessous. Donc on n'a pas à nous à applaudir de fait que des hommes meurent, même si c'est l'ennemi en présence. C'est une guerre qui a été retransmise comme une guerre de très haute technologie. On a parlé de déluge de feu sur Bagdad. Alors, c'est assez largement faux. La guerre du Golfe, fondamentalement, c'est 7% de munitions guidées de précision. Le reste, ce sont des bombes Bliss lâchées aux visées traditionnelles, aux visées classiques. Les frappes des Scuds irakiens sur Israël et l'Arabie saoudite, contrées pour la plupart par les missiles patriotes américains, sont elles aussi largement montrées. 86 Scuds seront lancés par l'Irak, mais heureusement, aucun ne sera porteur d'armes chimiques et feront finalement peu de dégâts. Bombardements massifs, pilonnage d'artillerie et frappes furtives imparables vont largement contribuer à casser le moral des troupes irakiennes. On estime que lors des 40 jours de préparation avant l'offensive terrestre, il y a eu en Irak 9 000 morts, 17 000 blessés et plus de 150 000 déserteurs. Le 24 février 1991, à 2 heures du matin, le dernier ultimatum du président George Bush ayant expiré, l'offensive terrestre débute. La coalition a utilisé, un truc vieux comme le monde dans l'art militaire, qui est celui de la déception et du leurre. Donc pendant plusieurs semaines, la coalition, par les médias interposés, a fait croire à l'armée irakienne qu'un débarquement des Marines allait intervenir sur la côte du Koweït. Et bien sûr, l'armée irakienne pour faire face à ce débarquement potentiel, a pris une posture défensive face à la mer.
Au nord-ouest du dispositif, les 82e et 101e aéroportées américaines, appuyées par la division Daguet française, bousculent les premières lignes irakiennes et progressent de plus de 80 km dès le premier jour. Le dispositif Daguet a une mission bien particulière et délicate, qui est celui de flanquer les forces alliées, de les protéger sur leur flanc nord, au moment où elles vont effectuer le basculement, où elles vont rentrer en Arabie Saoudite, puis basculer pour prendre les forces irakiennes à revers. Donc il va s'agir pour les Français de bloquer toute intervention de forces irakiennes qui viendraient prendre à contre-revers les forces alliées. Au sud, les divisions blindées britanniques et américaines, appuyées par les hélicoptères Apache, percent le front irakien et avancent le long de la côte. Au centre, les contingents saoudiens et koweïtiens avancent vers Kuwait City. Partout, les armées irakiennes fuient en désordre, malgré quelques tentatives de résistance de la garde républicaine. Plus de 400 chars irakiens sont détruits dans les 2 premiers jours de combat. Le 25 février 1991, la débandade irakienne est totale. La division Daguet, en fer de lance du dispositif, a franchi plus de 150 km et se trouve à moins de 250 km de Bagdad. Les Marines sont, eux, aux portes de Kuwait City. Pour tenter de gêner l'aviation de la coalition et pour ruiner l'économie koweïtienne, les Irakiens incendient la plupart des puits de pétrole situés sur le territoire koweïtien. Le 26 février 1991, les Américains pilonnent les forces irakiennes en retraite sur la route de Bassora. Il y a eu une attaque de la coalition sur la route Kuwait City-Bassora. Et nous, on a surnommé ça la route de la mort, tout simplement parce que en une demi-heure de temps, la coalition a bombardé, a tué 25 000 personnes sur cette route. C'était la punition ultime de la guerre du Golfe. Le 27 février 1991, à 4 heures du matin, le premier contingent koweïtien pénètre dans Kuwait City, abandonné par les forces armées irakiennes. Peu avant minuit, Bagdad annonce que ses troupes ont reçu l'ordre de revenir sur les bases de départ, occupées avant l'invasion du Koweït. Le Koweït est intégralement libéré. Tempête du désert est un succès total, presque une promenade militaire. C'était pas une vraie guerre. Les militaires français l'ont même dit. On est rentré comme dans du beurre, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de combattants. Saddam Hussein et surtout les officiers avaient abandonné leurs troupes de première ligne depuis plus de 2 mois. Et ces pauvres gars qui étaient dans le désert, qui étaient tout maigres, qui avaient 18 ans à peine, ils étaient là, ils n'avaient pas de radio parce que les radios ne marchaient plus depuis 2 mois. Donc ils n'avaient pratiquement pas à manger ni à boire. Donc ils n'avaient absolument pas ni la force ni l'armement pour se battre. Le 28 février 1991, Américains et Irakiens acceptent le cessez-le-feu. La guerre du Golfe est terminée, le temps du bilan est arrivé. C'était une opération qui ne s'arrêtait absolument pas à une seule action américaine. Du point de vue des États-Unis, ça impliquait la mise en place de tout un contexte et de tout un ensemble de moyens qui passent notamment par les moyens diplomatiques. Et donc c'est en ce sens que les États-Unis, quelque part, ont voulu innover à travers cette même opération en se gagnant le soutien d'une majorité d'acteurs, tant des acteurs arabes que des acteurs internationaux. Saddam Hussein al-Majid al-Takriti est présumé né le 28 avril 1937 près du village d'Aouja, dans une famille de paysans très pauvres. Élevé par son oncle après la mort de son père, le jeune Saddam, après une jeunesse difficile, entame des études secondaires et rejoint une cellule clandestine du parti Baas, le parti socialiste de la Renaissance arabe. Il milite activement dès le début des années 50 et participe en 1956 à une tentative avortée de coup d'État visant à renverser le roi d'Irak. Le coup d'État du 17 juillet 1968, qui amène le parti Baas au pouvoir, lui donne l'occasion de briller. Il occupe par la suite des fonctions de plus en plus importantes pour arriver au poste de vice-président de la République irakienne en 1971. Il en profite pour prendre le contrôle total du parti Baas, qui devient un instrument à son entière dévotion. En 1972, il entame un vaste programme de nationalisation des industries pétrolières.
En 1979, se sentant assez puissant, il pousse le président Ahmad Hassan al-Bakr à démissionner et devient président de la République d'Irak. Saddam Hussein, durant les 24 années qui vont suivre, dirige le pays en dictateur. Culte de la personnalité, censure, élimination systématique des opposants de tous bords, spoliation des Kurdes et des chiites sont les principales caractéristiques du régime de celui qui se fait désormais appeler le Raïs, comme Gamal Abdel Nasser. Sa mégalomanie le pousse à déclencher la première guerre du Golfe contre l'Iran en 1980. Saddam exige l'annulation de ses dettes contractées auprès des pays arabes, et notamment de son riche voisin, le Koweït. Le refus de celui-ci déclenche le 2 août 1990 la deuxième guerre du Golfe, qui se termine début mars 1991 par la défaite totale de l'Irak. Resté au pouvoir en Irak, Saddam Hussein continue à financer le terrorisme international et à créer un climat de tension dans le Golfe dans les années 90. En 2003, la troisième guerre du Golfe commence. Les Américains envahissent l'Irak, renversent le pouvoir en place et capturent Saddam Hussein en décembre 2003. Il est condamné à mort le 5 novembre 2006 et pendu le 30 décembre 2006 après le rejet de sa procédure d'appel. George Herbert Walker Bush est né le 12 juin 1924 à Milton, dans le Massachusetts, d'un père sénateur du Connecticut. En 1964, il se lance dans la politique et est élu en 1966 comme représentant du Texas. En 1970, il devient sénateur. En 1971, le président Richard Nixon le nomme ambassadeur des États-Unis à l'ONU. En 1979, Ronald Reagan le choisit comme colistier lors des élections présidentielles. Après la victoire de Reagan, il devient vice-président des États-Unis de 1980 à 1988. Le 8 novembre 1988, George Bush devient le 41e président des États-Unis. Sa présidence est marquée par un déficit budgétaire énorme, hérité des années Carter et Reagan. En 1989, George Bush soutient Mikhaïl Gorbatchev lors de la chute du mur de Berlin. La même année, il autorise une opération militaire qui renverse le dictateur panaméen Noriega. Le 2 août 1990, l'administration Bush réagit immédiatement et fermement lors de l'invasion du Koweït par l'Irak. Il est l'organisateur d'une gigantesque coalition anti-irakienne, tout d'abord défensive, puis offensive, sous l'égide de l'ONU, qui sortira largement victorieuse du conflit. Mais l'immense popularité que lui apporte la victoire ne tarde pas à disparaître devant les problèmes du pays. Et c'est Bill Clinton qui devient président en 1993, avantagé par le maintien du candidat Ross Perot, qui fait perdre une partie des voix républicaines à George Bush. Colin Luther Powell est né à Harlem, à New York, le 5 avril 1937, dans une famille d'immigrants jamaïcains. Engagé en juin 1958, il est nommé capitaine le 2 juin 1962. Il est parmi les premiers conseillers militaires envoyés par Kennedy au Vietnam. Le 4 avril 1989, il est nommé général d'armée 4 étoiles et participe en tant que conseiller à la sécurité nationale au renversement du dictateur panaméen Manuel Noriega. Lors du déclenchement de la guerre du Golfe en août 1990, il est chef d'état-major des armées américaines. C'est le premier Afro-Américain et le plus jeune officier à accéder à ce poste. Épaulé par Norman Schwarzkopf, il mène les armées de la coalition à la victoire. Le 16 décembre 2000, il est nommé secrétaire d'État par George W. Bush, poste dont il démissionne le 15 décembre 2004. En 2008, il donne son soutien au candidat à la Maison-Blanche, Barack Obama. Ses nombreuses qualités d'organisation et son sens politique lui ont valu le surnom de Black Eisenhower. Norman Schwarzkopf est né le 22 août 1934 à Trenton, dans le New Jersey. Il a été élevé en Iran où son père commandait comme général la police privée du Shah d'Iran. Ses 110 kilos et son 1m95, alliés à des qualités athlétiques évidentes, lui ont valu le surnom de l'ours. Il fait une carrière militaire brillante, mais néanmoins classique. Général 4 étoiles, il a 56 ans lors du déclenchement de l'opération Bouclier du désert. Il est alors nommé commandant en chef de l'opération Tempête du désert sur le terrain. En juillet 1991, il part à la retraite juste après la guerre du Golfe. Peu après, une polémique surgit lors d'une interview de Norman Schwarzkopf qui regrette que le président George Bush ne l'ait pas laissé pénétrer plus loin jusqu'à Bagdad, capturer Saddam Hussein et réorganiser le pays comme une démocratie.
Il manifeste par la suite son opposition à la guerre contre l'Irak en 2003. L'une de ses phrases favorites est la suivante. « La vérité est que vous savez toujours ce qu'il faut faire. Ce qui est difficile, c'est de le faire. » Côté allié, les pertes humaines exclusivement militaires sont très légères. 70 morts et 320 blessés américains, 6 morts et 6 blessés anglais, 2 morts et 27 blessés français, 13 morts et 43 blessés pour les contingents arabes. Plus une centaine de morts et blessés divers répartis dans tous les autres contingents. Le bilan est donc de moins d'1 millier d'hommes morts ou blessés. Il faut ajouter à cela environ une vingtaine de morts et un peu moins de 400 blessés dus aux bombardements et aux scuds irakiens en Arabie, en Jordanie et en Israël. Côté irakien, le bilan est beaucoup plus lourd. Comme toujours dans ce cas, les estimations sont difficilement vérifiables. L'Irak annonce 20 000 morts et 60 000 blessés, tandis que la coalition alliée estime que les morts se comptent à plus de 100 000. Il faut ajouter à ces chiffres plus de 175 000 prisonniers. Les pertes civiles sont encore plus dures à chiffrer. Les sources citent environ 50 000 à 130 000 morts civiles, dont presque 30 000 dues à la guerre civile d'après les combats. Dans les mois qui suivent le conflit, les soldats de la guerre du Golfe commencent à souffrir de pathologies multiples. Environ 100 000 soldats américains sur 700 000 engagés vont se plaindre de fatigue chronique, de nausées à répétition, de migraines, d'atrophie musculaire, de perte de mémoire, de troubles du sommeil et d'irritations ou de brûlures en tout genre. Encore mal compris, ce qui est rapidement appelé le syndrome de la guerre du Golfe pourrait avoir été provoqué par l'utilisation massive de munitions à l'uranium appauvri, ainsi que par la vaccination préventive contre les armes biologiques. Les bombes à l'uranium, c'est une bombe dont la tête d'ogive est en uranium, qui est un métal beaucoup plus dense, et ça permet de traverser les bunkers beaucoup plus facilement et d'avoir un char avec une seule bombinette au lieu d'en envoyer une dizaine. Donc c'est très très efficace. Seulement, les Américains savaient, l'état-major savait que c'était très dangereux pour d'abord leurs troupes au sol, parce qu'après vous avez un espèce de nuage radioactif qui reste pour très longtemps, non seulement le nuage, mais les terres, vous avez des nanoparticules qui sont pour des années, des centaines d'années encore. Donc, nous, on a porté les frais. Les Américains, ils ont, après plusieurs commissions d'enquête, la dernière avait été nommée par Bush, et bien, manque de peau, les spécialistes, pour une fois, qui étaient des mecs à lui, mais qui sentant peut-être le vent venir, ils ont finalement admis qu'il y avait eu 82 000 morts depuis la première guerre du Golfe chez les GI, ce qui est énorme sur un contingent de 635 000 personnes, 82 000 morts et 275 000 contaminés. Il faudra attendre le 9 décembre 2000 pour qu'une association dépose enfin les premières plaintes contre X pour empoisonnement suite à la guerre du Golfe. Pendant la guerre du Golfe, on a eu des vaccins. On a pris un pré-traitement contre les neurotoxiques qui s'appelle la pyridostigmine. On a pris aussi des pilules anti-sommeil dont l'armée n'avait aucune autorisation de mise sur le marché à l'époque. Cette pilule s'appelait le Virgil, donc là c'est officiel, on était des cobayes puisqu'on a pris ça. Il y a eu les fameux bombardements à l'uranium pendant ce conflit et aussi des détections d'agents chimiques, les fumées des puits de pétrole. Voilà tout ce cocktail auquel on a été exposé pendant cette guerre. De plus, pour empêcher un éventuel débarquement, le 21 janvier 1991, les Irakiens ouvrent les vannes du terminal pétrolier de Sea Island, près de Dmina, à Lamadi. 100 000 tonnes de brut se déversent dans le Golfe et vont polluer les côtes saoudiennes, koweïtiennes et iraniennes. C'est un désastre écologique sans précédent dans cette région du monde, malgré l'intervention américaine qui bombarde le terminal, interrompant ainsi l'écoulement du brut. Des barrages flottants contribuent par la suite à minimiser les dégâts sur les côtes. Les opérations militaires ont causé des dégâts incroyables au site de production pétrolifère. Le manque à gagner pour le Koweït est colossal, près de 70 millions de dollars par jour. Sur les 1080 puits de pétrole situés au Koweït, 732 sont en feu à la fin des combats. Poussé par les vents, un énorme nuage de fumée recouvre une grande partie du sud du Koweït, presque un quart du territoire.
Principal intervenant dans l'opération Tempête du désert, les États-Unis se taillent la part du lion dans les marchés de reconstruction des infrastructures détruites au Koweït. Les pays arabes désireux de faire rentrer des devises continuent à surproduire. Reconnaissant, ils maintiennent les prix du baril de pétrole à un niveau particulièrement favorable à l'industrie américaine, grosse consommatrice de produits pétroliers. Pour achever de jeter la confusion, à la fin des combats, la guerre civile en Irak commence. Le 4 mars 1991, au sud du pays, les chiites entrent en rébellion contre Bagdad. Le lendemain, c'est au tour du Kurdistan de se soulever contre le pouvoir central irakien. Saddam Hussein, un temps mis en péril, va redresser la situation et écraser la rébellion dans le sang. Kurdes et Peshmerga vont payer le prix fort pour avoir cru que Saddam Hussein était à terre et qu'il était temps de tenter le combat de l'autonomie. Le dictateur irakien, longtemps champion de la cause arabe et rempart contre l'Iran, n'est plus après la guerre du Golfe qu'un dirigeant affaibli et discrédité sur la scène internationale. Ce que Saddam Hussein a mal évalué, c'est la manière par laquelle non seulement une coalition pourrait se mettre en place à son encontre, mais également une manière par laquelle une coalition comportant des Arabes en son sein pourrait se mettre en place à son encontre. Il était resté rivé sur le côté pan-arabe ou sur le côté nationaliste arabe. Il s'était dit que de toute façon, s'il menait à bien son entreprise au Koweït, tous les Arabes suivraient derrière lui et il pourrait participer de ce monde multipolaire qu'il croyait pouvoir préfigurer. Même si la popularité de George Bush n'a jamais été aussi élevée dans les sondages, l'opinion publique américaine, malgré une incroyable euphorie suite à la victoire, reste divisée sur l'intervention en Irak. Partisan du maintien du droit à tout prix, ses détracteurs lui reprochent de ne pas avoir continué la guerre du Golfe en 1991 jusqu'à la chute de Saddam Hussein, ce qui aurait a priori évité la guerre en Irak en 2003 menée par son fils, George Bush Jr., devenu président des États-Unis en 2001. C'est une question qu'énormément de gens se sont posées et à laquelle lui-même a répondu dans son livre « 4 ans à la Maison-Blanche », où il dit, et c'est écrit en 1998, si nous étions allés jusqu'à Bagdad, tout d'abord, la coalition aurait volé en éclats, car en particulier les pays arabes n'auraient jamais accepté d'aller occuper un pays frère. Ça n'était pas la mission de l'ONU, donc un certain nombre d'autres alliés seraient partis. Ensuite, il aurait fallu occuper militairement l'Irak, et en particulier Bagdad. On aurait eu affaire à des insurrections, et même pour trouver Saddam Hussein, ça aurait été très difficile. La preuve, Noriega, à Panama, qu'on connaissait bien, on a eu beaucoup de mal à le trouver. C'est-à-dire, il a vraiment décrit, en 1998, exactement ce qui s'est passé en 2003. De plus, la plupart des Américains, s'ils approuvent le fait de défendre la paix et s'ils considèrent désormais les États-Unis comme le gendarme de la planète, estiment que les soldats américains ne devaient pas mourir pour le Koweït et que des sanctions économiques draconiennes, bien que plus longues à donner des résultats, auraient certainement pu suffire. Resté au pouvoir après 1991, Saddam Hussein reste toujours belliqueux et évasif durant les années 90, notamment sur les questions touchant au programme nucléaire irakien. Sa crainte numéro 1 restait l'Iran. Et c'est la raison pour laquelle il a continué à essayer de développer du nucléaire et du chimique à la suite d'un certain nombre de mesures de rétorsion dans le cadre de son désarmement, car le désarmement nucléaire et chimique lui avait été imposé d'après la fin des hostilités en mars 1991. Il a continué, puis ça s'est été complètement détruit par les Américains, par Nixon en 1998, dans l'opération Desert Fox. Mais ensuite, il a laissé croire qu'il avait toujours des armes nucléaires et chimiques pour dissuader l'Iran de l'attaquer. Il est directement mis en cause par les États-Unis après le 11 septembre 2001, qui intègre l'Irak dans l'axe du mal. La troisième guerre du Golfe débute en 2003 par l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Elle se termine peu de temps après par la chute du parti Baas, la capture de Saddam Hussein et l'occupation de l'Irak. Arrivé au pouvoir en 1979 en Irak, Saddam Hussein déclenche la première guerre du Golfe avec l'Iran en 1980.
8 longues années de guerre, sans grand résultat territorial, conduisent l'Irak au bord de la ruine. L'industrie est à reconstruire et le pays connaît une grave crise financière. Lourdement endetté, l'Irak demande l'annulation de sa dette, particulièrement auprès de son riche voisin, le Koweït, qu'il affirme avoir protégé de l'intégrisme iranien. Le refus du Koweït pousse Saddam Hussein à déclencher la Seconde Guerre du Golfe. Le 2 août 1990, vers 2 heures du matin, sans aucun avertissement préalable, les forces armées irakiennes envahissent et pillent le Koweït. Le butin est énorme, estimé à presque 4 milliards de dollars, dont 42 tonnes d'or. Le 2 août 1990, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 660 qui exige le retrait inconditionnel des forces irakiennes du Koweït. Le 3 août, Bagdad annonce la formation d'un gouvernement koweïtien provisoire. Le 6 août, des centaines de ressortissants étrangers sont emmenés comme otages en captivité et la résolution 661 de l'ONU met en place un embargo total contre l'Irak. Devant cet état de fait, le 8 août 1990, l'opération Bouclier du désert commence. Une coalition internationale menée par George Bush se met en place. 28 pays vont en faire partie, dont la France. Devant le refus de l'Irak d'évacuer le Koweït, le 29 novembre 1990, l'ONU lance un ultimatum et autorise l'emploi de la force contre l'Irak s'il n'a pas quitté le sol koweïtien avant le 15 janvier 1991. L'ultimatum ayant expiré, la phase terrestre des opérations appelée « Tempête du désert » est lancée par la coalition anti-irakienne. Sur le papier, les forces terrestres sont à peu près équivalentes en nombre. Mais en ce qui concerne les forces aériennes et les forces navales de soutien, la coalition possède une supériorité numérique et technologique écrasante. Tous les sites stratégiques et vitaux au Koweït et en Irak sont pris pour cible et détruits. Venus du monde entier, les journalistes couvrent en temps réel les opérations militaires. Jamais aucun conflit n'a été autant médiatisé. Le 24 février 1991, à 2 heures du matin, le dernier ultimatum du président George Bush ayant expiré, l'offensive terrestre débute. Au nord-ouest, les 82e et 101e aéroportées américaines et la division Daguet française progressent de plus de 80 km le premier jour. Au sud, les divisions blindées britanniques et américaines avancent le long de la côte. Au centre, saoudiens et koweïtiens avancent vers Koweït City. Partout, c'est la déroute des forces irakiennes. Le 27 février 1991, peu avant minuit, Bagdad annonce que ses troupes ont reçu l'ordre de revenir sur les bases de départ occupées avant l'invasion du Koweït. Le Koweït est intégralement libéré. Dans les mois qui suivent le conflit, environ 100 000 soldats américains et des militaires et civils français souffrent de ce qui sera bientôt appelé le syndrome de la guerre du Golfe. La troisième guerre du Golfe débute en 2003. Elle se termine par la capture et l'exécution de Saddam Hussein qui était resté au pouvoir et par l'occupation de l'Irak par les États-Unis. Ich bin ein Berliner. Power that pervades everything. I have a dream. Power that pervades everything. I